Prenez le mag, la petite douceur du mercredi et puis des autres jours. Si vous le regardez bien sûr en différé, bienvenue et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez été nombreux à aller voir justement le débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne que l'on vous diffusait à partir de lundi avec les avis forts forcément de Monsieur Brice Germain d'un côté et de Monsieur Hamza Rahmani. Je me suis d'ailleurs fait une petite réflexion la semaine dernière, mercredi, quand je regardais ce débat présidentiel. Je me disais, diable, qu'il serait impérial ce débat si Hamza Rahmani était face à Brice Germain. Quand est-ce que vous présentez aux élections présidentielles, les gars ? Quand je lui aurais ripolliné la façade. J'allais dire quelque chose. Ne te prends pas pour Gérard Majax, voilà ce qu'il voulait répondre. De toute façon, finito. Il est finito. Ça va les gars ? Ouais, ça va. Toujours ? Ouais. Bon, ça impeccable, va. impérial. Je suis ravi de vous retrouver. On regarde tout de suite un petit peu le programme, le sommaire de ce qui nous attend dans cette très très belle émission. Avec, je l'ai dit, un débat rouge, un débat qui concernera Carlos Sainz. Peut-il détrôner Charles Leclerc, lui qui a prolongé, re-signé pour 2 saisons du côté de chez Ferrari. On se posera aussi la question, et on reviendra peut-être aux origines de cette émission, on se posera la question de la stratégie aussi inhérente pour Ferrari de re-signer Carlos Sainz sur 2 saisons supplémentaires. On fera peut-être écho à, tu sais, la première émission qu'on avait fait sur Charles Leclerc, l'erreur de recrutement de la part de Ferrari, point d'interrogation, je tiens à le préciser parce qu'il est très important. Et on n'a toujours pas compris. Et on avait parlé justement des stratégies historiques de pilote numéro 1 ou numéro 2, bien sûr, chez Ferrari. Ce sera l'occasion. Et puis dans une deuxième partie, il y aura l'interview d'Éric Bouillet qui va nous parler de son ancien métier, celui directeur d'écurie, qu'il a notamment occupé chez Lotus, chez Renault, mais également chez McLaren. Un superbe entretien pour une superbe deuxième partie à retrouver dans cette émission. Puis on conclura avec le quiz et je vous donne un indice. Ce sera bien une grille aujourd'hui pour le quiz du jour. Je sais que ça vous régale. Allez, on lance tout de suite le grand débat de ce magazine. On l'attendait, c'est officiel depuis la semaine dernière. Carlos Sainz a donc re-signé chez Ferrari pour 2 années supplémentaires. On regarde un petit peu les différentes informations inhérentes, en tout cas, à cette officialisation. Prolongation de 2 ans, lui qui restera engagé avec la Scuderia jusqu'en 2024. Signe quand même de stabilité pour la Scuderia, puisque, on le rappelle, Ferrari a connu 3 line-up différents sur les 5 dernières années. Et cette question, Ferrari avait-elle une meilleure solution sur le marché ? J'espère qu'on y répondra dans quelques instants. Et puis d'autres éléments aussi concernant ce contrat quand même à moyen terme et la stratégie pour la Scuderia, puisqu'on rappelle qu'à la différence de Mercedes et Red Bull, Sainz a signé pour 2 saisons, là où Perez signe chaque année un avenant à son contrat, une prolongation de 1 an, là où, on le rappelle, Valtteri Bottas était renouvelé lui aussi également d'1 saison à chaque fois. Lui, pour Carlos Sainz, c'est d'entrée de jeu un peu plus de confiance avec ces 2 saisons supplémentaires. Il passera donc normalement 4 ans chez Ferrari, 4 ans dans la même écurie, ce qui est quand même une première dans la carrière de Carlos Sainz. Et puis on rappelle que cette décision, on le verra un petit peu plus tard, une décision qui a été félicitée par Charles Leclerc, lui aussi également engagé jusqu'en 2024 également. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce choix de garder Carlos Sainz pour 2 saisons supplémentaires ? Est-ce que Ferrari avait d'autres choix ? Qu'est-ce que ça dit sur la stratégie en tout cas de la Scuderia ? Ça dit qu'il y a une volonté de construire, une volonté de faire quelque chose de long-termiste et dans la progression constante. Je pense que Carlos Sainz a prouvé qu'il a fait partie dans le passé de projets qui étaient là pour se construire, non pas pour des coups d'éclat, mais pour une stabilité pérenne. Il a participé au redressement de Renault à une période, de McLaren à une autre période, et aujourd'hui de Ferrari. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas là pour chercher des noises, qui n'est pas un destructeur d'écurie, contrairement à ce que certains... destructeur d'écurie. Ouais, c'est un espagnol pourtant, mais qui est quand même là pour performer chez Ferrari et qui l'a montré l'année dernière. L'année dernière, il termine devant Charles Leclerc au championnat. Certes, il y a des circonstances, certes, il y a des moments où évidemment le midfield c'est plus compliqué à interpréter que d'autres, mais force est de constater qu'il a été au niveau et que Ferrari n'a pas connu un niveau équivalent chez ces 2 pilotes là depuis leur dernier titre, en fait, depuis Raikkonen-Massa. Un niveau où les 2 pilotes se poussent vers le haut et performent par tir groupé. Bon, le début de saison est plus compliqué pour Carlos Sainz, mais force est de constater que c'est peut-être un choix de raison plus que de talent pur et dur. Carlos Sainz est un très grand pilote, mais je pense pas que Ferrari ait eu envie d'aller chercher Verstappen, ait eu envie d'aller chercher Lewis Hamilton. Je pense que Carlos Sainz est un très bon équipier à Charles Leclerc pour
ramener le titre à la Scuderia, et je pense que le constructeur est davantage visé que le pilote du côté de Maranello. Après, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais est-ce qu'il y a mieux sur le marché en tant que numéro 2, un numéro 2 qui apporte autant de garanties que Carlos Sainz aujourd'hui? Je pense que la volonté de Ferrari, c'est d'apporter de la confiance aux pilotes, de la sérénité autour de l'environnement Ferrari, de la stabilité aussi, forcément, parce que là, tu te retrouves quand même avec Carlos Sainz et Charles Leclerc sur 4 ans ensemble, ce qui quand même n'est pas rien dans la volonté d'aller vers le titre. Tu te retrouves dans une situation où tu vas apporter une sorte de stabilité et surtout de sérénité autour de l'environnement, surtout l'environnement Ferrari, avec le public, la pression, les médias. Là, tu sais avec qui tu vas, alors tu sais pas où tu vas, donc tu sais pas encore. Tu sais vers quoi tu veux tendre et tu sais avec qui tu vas y aller. Et je trouve que c'est important pour Carlos Sainz. Après, à lui, justement, maintenant qu'il a ce contrat, maintenant qu'il a cette confiance du board Ferrari, surtout de ne pas tomber dans le cercle vicieux avec les mauvais résultats qui ne sont pas tous de son fait, mais de vouloir absolument surperformer, surconduire pour aller chercher cette première pole, pour aller chercher cette première victoire. Parce que cette première victoire, finalement, il attend depuis longtemps. À McLaren, il n'est pas passé loin. La victoire de Gasly, à un tour près, Sainz peut l'emporter. Tu te retrouves dans une situation où Carlos Sainz, il ne faut pas qu'il se mette la pression, il ne faut pas qu'il soit dans l'optique d'une urgence absolue de résultat. Cette victoire, elle viendra. Cette pole, elle viendra. Elles viendront naturellement. Et à partir de ce moment-là, peut-être que ça lancera Carlos Sainz dans la deuxième étape de son processus chez Ferrari. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui donne 2 ans de contrat. C'est justement pour lui permettre de comprendre que ses erreurs ne sont pas fatales. La stratégie qu'a eu Mercedes avec Bottas, par exemple, de le renouveler 1 an à chaque fois, mine de rien, si on prend un peu de recul, on peut prendre le prisme de se dire que ça l'a paralysé. Clairement. Surtout que Ferrari, si jamais demain ils veulent virer Carlos Sainz, ils le vireront. Oui, ils l'ont déjà fait. Ils vont pas se dire ok, je suis coincé parce qu'il y a un contrat jusqu'en 2000X. Oh, tu sais, généralement, c'est Santander qui vire les pilotes Ferrari et Santander est sponsor de Carlos Sainz. Donc, ça fait 2 piques sur Fernando Alonso, j'apprécie pas forcément. La première n'est pas passée. Je suis là pour marteler. J'apprécie pas forcément. Belle référence, mon cher Hamza. Mais petite stat, si les deux vont au bout de leur contrat, ce sera le 3e line-up avec le plus de longévité dans l'histoire de la Formule 1 après Rubens Barrichello et Michael Schumacher. Et Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. T'es fin, t'es là, toi. J'ai même pas vu ça, voilà. Tu vois, je veux mettre ça dans la Gazzetta dello Sport. Nous aussi, on va parce que je lis le papier rose. Je lis le papier rose. Regardez les 2 réactions, les amis, que je voulais vous partager après la prolongation justement de Carlos Sainz chez Ferrari. Réaction de Charles Leclerc et réaction de Mattia Binotto. On commence par celui que vous voulez, les gars, en régie. Je crois que c'était Charles Leclerc. Merci beaucoup, mon cher Polo. L'homme qui s'est fait chourer une montre à 300 000 €, et ça a beaucoup plu à notre ami Thomas Dufan, grand amoureux de montre au demeurant. La chose la plus importante, c'est que nous avançons tous les deux dans la même direction pour l'équipe, nous voulons les mêmes choses pour la voiture et c'est un facteur important pour l'écurie. C'est aussi un avantage pour nous, les pilotes, d'avoir un contrat et un engagement longue durée pour que nous puissions travailler et s'engager sur le long terme. Explication également du patron de la Scuderia, Mattia Binotto, qui expliquait ceci lui aussi sur la prolongation de Carlos Sainz. J'ai dit à plusieurs reprises que je pense que nous avons le meilleur duo de pilotes en Formule 1 et donc à mesure que les courses passent, il semblait tout à fait naturel de prolonger le contrat de Carlos, assurant ainsi stabilité et continuité. Depuis qu'il fait partie de l'équipe, il a prouvé qu'il avait le talent et que nous attendions de lui en obtenant les résultats impressionnants et en tirant le meilleur de chaque opportunité. Mattia Binotto qui estime que Sébastien Vettel a gagné Canada 2019, je vous explique très rapidement la phase. Jean Alesi était dans son bureau, il lui a expliqué qu'en fait à chaque triomphe il mettait une photo sur le mur de son bureau et il y avait une photo de Sébastien Vettel. Moi, je trouve ça excellent. Au Canada. Moi, je trouve ça excellent. Je trouvais ça extraordinaire. Il y en a qui diront c'est des rageux, moi je trouve ça excellent. Bravo monsieur Binotto. Est-ce que Toto Wolff a mis la photo d'Abu Dhabi 2021 dans son bureau? Tu sais que Toto Wolff a retiré tous les trophées pour remotiver l'usine à Brackley. Il a retiré tous les trophées glanés par Mercedes jusqu'à présent. Revenons à ces 2 déclarations, les gars. Moi, ce que je lis entre les lignes, c'est que pourquoi Carlos Sainz a re-signé? Parce qu'il est un parfait numéro 2 dans cette équipe Ferrari. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Non, mais en fait, on va être clair, enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. C'est un partenariat win-win en fait. Ouais. Je te retrouve dans une situation où, alors, parfois, je vais dire quelque chose, parfois les partenariats win-win, c'est sur le papier, ça peut sembler intéressant,
Mais honnêtement, là, sur Sainz-Ferrari, t'as Ferrari qui a trouvé son numéro 2, qui apporte de la sérénité, qui va pas aller embêter Charles Leclerc comme il l'a fait avec c'était qui avec Sébastien Vettel. Leclerc-Vettel, ça a été compliqué. Bien sûr. Là, tu te retrouves dans une situation où Carlos Sainz apporte de la sérénité, apporté en 2021, on verra sur 2022, mais moi je me fais pas de soucis, apporte des résultats. Il va pas trop embêter. Je pense que sur 2022, très rapidement, en plus, les résultats du début de saison vont logiquement pousser Ferrari à déterminer le numéro entre guillemets pour le titre mondial chez les pilotes, en l'occurrence Charles Leclerc. Je suis pas sûr que Carlos Sainz il soit réfractaire à l'idée d'aller aider Charles Leclerc dans cette quête. Si demain, tout à l'heure tu parlais de Raikkonen-Massa. Raikkonen-Massa, Massa en 2008, c'est une circonstance. C'est parce qu'à un moment X du championnat, il était devant, qu'on s'est dit, ok, on fait un all-in sur Felipe Massa. Si demain, moi c'est mon avis, si demain Carlos Sainz, il a la possibilité de jouer le titre mondial, je pense que l'inverse sera possible. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que... C'est-à-dire un numéro 2 qui peut se muer en numéro 1 si les circonstances font que. Et c'est vrai que tu parles de cet exemple, il y a un autre exemple, c'est Irvine Schumacher. Schumacher se blesse et Irvine en 99, face à ça, de devenir champion du monde. Je prends un autre exemple. Pas celui de 2008, celui de 2007. On est bien d'accord qu'au moment où Raikkonen signe chez Ferrari, Raikkonen c'est un gros transfert. C'est un pilote qui a une énorme cote. Pour autant, est-ce que dans l'esprit de la maison Mamma Ferrari Familia, c'est pas Massa qu'on veut mettre en avant. Le mec a doublé par Schumacher. Moi je pense pas. Après bon, tu vois, c'est compliqué. Moi je pense pas. Mais après. Donc mettant ça de côté, je veux dire que la Scuderia n'a pas toujours été très très claire sur le numéro 1 et le numéro 2. À des moments oui. Même avec différence. Même avec Loda il y a des années par exemple. Je vais dire quelque chose. Il y a une différence dans ce que tu dis, c'est que le numéro 2, en l'occurrence Felipe Massa, adoubé par Schumacher, adoubé par Ferrari, c'était le numéro 2. Là, celui qui semble être adoubé par Ferrari et l'enfant Ferrari, c'est le numéro 1 naturel. Je suis d'accord. Et pour autant, comme ce line-up me fait penser à celui Raikkonen-Massa, comme tu disais, je pense que si Carlos Sainz à un moment donné est devant au championnat, en fait on va pas limiter Carlos Sainz. Oui, c'est ça. Ouais. Et que avant la fin mathématique du bal, à mon avis, les deux seront traités à égalité. En tout cas, par rapport à leur performance avant la course. Si en qualif Charles Leclerc est derrière Carlos Sainz, je pense qu'on fera pas tout pour remettre Charles Leclerc devant. Et je pense pas en tout cas. Tout à l'heure, je te parlais d'un partenariat win-win. En fait, tu te retrouves dans une situation où Ferrari, il appuie, n'a pas d'autre option en fait, parce que t'as pas confiance en tes jeunes pilotes. Il y en a pas un qui se dégage aujourd'hui. Mick Schumacher, on en fera certainement un débat un jour parce qu'il va falloir en parler de Mick Schumacher. Très rapidement, je pense. Mais Mick Schumacher, aujourd'hui, il montre pas qu'il a la possibilité de piloter une Ferrari. Schwarzman, il n'a pas de référence en Formule 1. Giovinazzi, on va pas me dire que Giovinazzi c'est un numéro 2 Ferrari. Donc au final, il fallait reprendre Raikkonen. Le partenariat win-win, tu as surtout Ferrari aujourd'hui qui se retrouve dans une situation où tu es presque bloqué. L'option naturelle, c'est de prolonger Carlos Sainz. Carlos Sainz, c'est un partenariat win-win parce que Carlos Sainz, lui, il est chez Ferrari, tout va bien, il a épuisé l'atmosphère, la maison Red Bull. Renault, McLaren. Ouais. Si là il quitte Ferrari, tu te retrouves dans une situation où il n'a pas grand chose. Je suis désolé, Carlos. Et d'ailleurs, ce qu'on comprend aussi entre les lignes des deux citations, c'est est-ce que quelque part Ferrari n'a pas été marqué au fer rouge par le traumatisme 2019, l'arrivée de Charles Leclerc à côté d'un quadruple champion du monde qui est Sébastien Vettel, deux garçons qui tirent, on va dire chacun de leur côté. Là, on a l'impression que Carlos Sainz, il rentre parfaitement dans le moule. Il passe du temps à Maranello, il partage ses datas, il partage ses informations, et quelque part, tu le disais, on est clairement dans ce deal win-win entre les deux pilotes. Est-ce que, justement, chez Ferrari, il n'y a pas l'épisode 2019 qui a laissé des traces et qui explique aujourd'hui qu'on ait choisi Carlos Sainz il y a 2 ans et qu'aujourd'hui, on le prolonge pour 2 années supplémentaires? En fait, il y a un autre pilote, entre guillemets, qui peut aller concurrencer Charles Leclerc. C'est potentiellement... c'est prendre un risque déjà. Bien sûr. Et c'est potentiellement apporter des problèmes là où tu n'en as pas besoin. Et on a vu que Mattia Binotto et que Ferrari avaient du mal à gérer, ou en tout cas, ils ont eu du mal à gérer Sébastien Vettel et Charles Leclerc, parce que lorsque ils avaient 2 ambitions individuelles, et pas forcément collectives, tu te retrouvais dans une situation où, comment on fait pour gérer? Là, aujourd'hui, tout va bien. C'est pour ça pourquoi je parle de partenariat win-win. Je pense qu'ils l'ont recruté pour être je pense qu'ils l'ont recruté pour être un numéro 2 à l'instant où ils le font. Ouais. Et que ça se passe si bien avec ces écuries à chaque fois.
Parce que je pense, on n'est pas dedans, hein, mais t'as rarement un retour négatif sur Carlos Sainz quand même, hein, des directeurs d'écurie, des machins, de mauvais comportements, de bisbilles avec un coéquipier. Ça se passe si bien que pour le coup, c'est une assurance d'avoir un pilote rapide et qui fout pas la merde. Alors que tu es en train de développer un pilote qui n'a pas prouvé qu'il pouvait être champion du monde. On le rappelle, Ferrari sans pilote champion du monde, c'est très rare. Ça date de Raikkonen-Massa en 2007. Donc aujourd'hui, c'est le bon plan, à mon sens, si tu souhaites prolonger Carlos Sainz en tant que numéro 2. Parce qu'il n'y a pas mieux comme numéro 2. Après, s'il se distingue comme potentiellement un numéro 1, il va falloir savoir gérer ça. Et Binotto a prouvé qu'il avait un peu de mal à le faire. Mais est-ce que Binotto avait du mal à le faire parce que c'était la personnalité de Sébastien Vettel et celle de Charles Leclerc ? Ou est-ce que c'est lui qui est pas bon à ce niveau-là ? C'est plus facile. Avec Sainz, c'est plus simple. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Binotto, je pense que n'importe quel individu à sa place, c'est plus facile de faire comprendre à Carlos Sainz, bon, aujourd'hui, essaye plutôt que Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, qui était la tête de gondole Ferrari. Maintenant, tu recrutes un Russell chez Mercedes qui a 23 ans. À peu près. Il a tout l'avenir devant lui. Il peut être numéro 2, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu recrutes un Sergio Pérez chez Red Bull qui a 33 ou 34 ans. Et c'était Red Bull ou rien, en l'occurrence. Et qui, en l'occurrence, a bien de la chance, à l'instant où il se fait recruter, même s'il est très talentueux, d'avoir un baquet. Parce que c'était quasiment Red Bull ou rien, oui, c'était ça. C'était le top ou rien, quoi. Et qui est du coup bien content d'avoir un baquet numéro 2 qui lui fait gagner des courses, qui lui fait faire des pôles. En fin de carrière, Carlos Sainz, il a 28 ans. Il est à un stade de sa carrière où il peut devenir champion du monde par une progression très claire et constante, ou il peut finir dans le cimetière que j'appellerais le cimetière Nico Hülkenberg. Le ventre mou, quoi. Ce cimetière de pilote qui a fait 200 Grands Prix, dont le talent n'a jamais été approuvé, mais... Enfin, il n'a jamais été approuvé et en même temps n'a jamais été approuvé. C'est-à-dire ils n'ont plus à le prouver, mais ils ne l'ont jamais approuvé par une victoire ou une pole ou quoi que ce soit. Il est à un tournant de sa carrière à 28 ans. Il est chez Ferrari, il a la voiture pour gagner des courses. Il y a un moment donné où je suis lui, même si je signe pour être en numéro 2, il va falloir tenter de devenir numéro 1. Et justement, on y arrive à cette question finale, les gars. Est-ce qu'il peut concurrencer Charles Leclerc, Carlos Sainz ? Regardez plutôt avec ce tableau et les différents éléments. Il y a quand même une nouvelle situation à appréhender et Mattia Binotto en a parlé. C'est la première fois qu'il a quand même une voiture capable de gagner à la régulière, ce qui change aussi l'approche un petit peu mentale. Une Scuderia Ferrari qui joue le titre, c'est aussi une pression bien plus importante, je pense en tout cas, que dans d'autres écuries qui seraient positionnées pour le sacre. Peut-on exister chez Ferrari aussi à côté de Leclerc ? Ça, c'est une vraie question parce que honnêtement, on sera tous d'accord pour dire que Leclerc est quand même un numéro 1 naturel de la Scuderia Ferrari. C'est pas pour rien qu'on a fait partir Sébastien Vettel, c'est pas pour rien qu'on a laissé la place à Charles Leclerc qui est l'enfant de Ferrari. Plus de pression égale plus de surconduite, plus d'erreurs. On le voit chez Leclerc, mais on le voit aussi également chez Carlos Sainz en ce moment. A-t-il le talent aussi pour battre son coéquipier et jouer le titre ? Quelque part, Carlos Sainz nous montre, il est peut-être dans une catégorie un peu en dessous de Charles Leclerc. Est-ce que Charles Leclerc n'est pas un monstre tel que l'est, je sais pas, un Max Verstappen, un Lewis Hamilton, et est-il condamné à ce rôle de numéro 2 ? Moi, j'ai l'impression qu'il faut plus voir les choses en termes d'expérience du haut niveau. Partons du principe totalement erroné que Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont le même talent. Partons de ce principe-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas la preuve aujourd'hui. Mais oui, si tu veux, mais je veux juste pour montrer un point. J'ai l'impression que c'est juste une question d'avance en termes d'expérience du haut niveau. Lewis Hamilton avait une grosse avance sur Max Verstappen en termes d'expérience du haut niveau. Max Verstappen a 1-2 ans d'avance sur Charles Leclerc en termes d'expérience du haut niveau. Et on le voit en fait, parce que Charles Leclerc fait des erreurs que Max Verstappen faisait il y a 2 ans. Et aujourd'hui, Carlos Sainz, à mon sens, il est dans la saison 2019 de Charles Leclerc. Dans la saison où, avant d'avoir cette victoire, alors que sa voiture est là, qu'il est en tête de Grand Prix, qu'il fait des pole positions, ne gagne pas son Grand Prix. Oh, il a mis 6 mois. Il a mis 6 mois. Parce que c'est la première fois qu'il expérimentait le haut niveau. Carlos Sainz, il a eu une occasion de gagner un Grand Prix avant, c'était Italie 2020. C'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. Donc là, en l'occurrence, pour moi, il est dans l'apprentissage. Enfin, il a appris énormément de la Formule 1 depuis sa centaine de Grands Prix, 150 Grands Prix, je sais pas. Et maintenant, il apprend une autre Formule 1, celle où ça te fait sortir.
ça te fait terminer deuxième ou troisième, et que si tu veux être au top du top du top, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et Charles Leclerc a eu un petit Roland encore de ça hier, mais Carlos Sainz, il a juste du retard d'expérience du très haut niveau. Mais je suis pas sûr qu'en termes de talent pur, il y ait vraiment d'énormes différences. C'est juste qu'il faut qu'il apprenne ce que c'est que de gagner tout en haut, quoi. Et à mon sens, il y arrivera. L'exemple de Carlos Sainz qu'il doit suivre, c'est celui de Nico Rosberg, en fait. Tout simplement, c'est se rapprocher tout doucement du niveau de Charles Leclerc qui tendra vers l'excellence, en l'occurrence, pour jouer les victoires puis le titre. C'est exactement la démonstration que tu viens de faire. Et à force de se rapprocher, parce que Charles Leclerc peut-être un jour atteindra un plafond de verre, Carlos Sainz, s'il a la voiture, il va falloir se rapprocher de Charles Leclerc pour ensuite aller le détrôner. Moi, je suis pas sûr qu'il soit condamné à un rôle de numéro 2. Encore une fois, ce sont les performances des différents débuts de saison qui feront que, oui ou non, on choisit un numéro 1 parce qu'il y a une concurrence venue d'autres écuries, et oui ou non, Carlos Sainz, si tu réalises une meilleure première partie de saison que Charles Leclerc, on mise tout sur toi et tu vas aller nous chercher ce titre. Moi, pour moi, il n'est pas condamné à un rôle de numéro 2. Par contre, à un moment, il va falloir aussi performer, et ce sont les performances qui dicteront le choix de Ferrari. Par contre, que Ferrari choisisse à chaque saison un numéro 1, un numéro 2, ça me semble naturel. Vous dites qu'il n'est pas condamné, les gars. Mais quand même, alors ça c'est peut-être des choses, parce qu'on n'est pas en interne, on ne sait pas ce qui se passe et comment ça se passe du côté de chez Ferrari, mais j'ai envie de vous relancer là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même, ça peut être destructeur d'être à côté d'un Charles Leclerc chez Ferrari, comme ça a pu être très difficile pour un Valtteri Bottas d'être chez Mercedes à côté d'un Lewis Hamilton? Je te dis une bêtise, Mattia Binotto, on a vu Charles Leclerc faire des erreurs. Mattia Binotto, il n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre concernant Charles Leclerc. On sent bien que Charles Leclerc, au sein de cette Scuderia Ferrari, on l'a beaucoup comparé par exemple à un Gilles Villeneuve dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect attachement à cette équipe. Vous dites qu'il n'est pas condamné à un rôle de numéro 2. Tant que Charles Leclerc sera chez Ferrari, j'ai tendance, moi, personnellement, à en douter. Je vais reprendre une phrase, je ne sais plus qui la disait d'ailleurs, mais qui est très vraie sur le sport auto. Je dis, pour mieux le respecter, je dois lui manquer de respect. À savoir que, à un moment donné, si Carlos Sainz il veut être champion du monde, si Carlos Sainz il veut performer au plus haut niveau, il va devoir passer par cette case numéro 2 d'un gros team. Je suis désolé, mais quitte à être numéro 2, je préfère le numéro 2 de Charles Leclerc que celui de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton. Je trouve ça, que l'avenir nous le dira. Ça l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas convaincu. Parce qu'en fait, on a l'image de Verstappen avec le. Oui, puis Leclerc côté est différent. Et puis l'aspect Red Bull qui en plus vampirise tout vraiment, enfin tout sur Verstappen. Lewis Hamilton en a eu. Charles Leclerc, on ne sait pas ce que ça donne lorsqu'il joue le titre. C'est pour ça. Mais tu vois, par exemple. Donc tu dis ça aujourd'hui, peut-être qu'en fin de saison, tu diras au final. Moi, à l'inverse, je pense que c'est tout aussi difficile d'être à côté de Max Verstappen chez Red Bull que d'être à côté de Charles Leclerc chez Ferrari. C'est juste que l'ambiance et la communication est tout à fait différente. Mais par contre, il y a un point commun entre ces trois pilotes, que sont Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc, c'est qu'ils sont tous les deux arrivés comme numéro 2 d'une écurie et qu'ils ont renversé la hiérarchie. C'est vrai. Leclerc a renversé Vettel, Hamilton a renversé Alonso, double champion du monde en titre, et Verstappen a renversé Ricciardo, qui était celui qui avait renversé Vettel. Donc à un moment donné, si tu veux être dans cet aspect de puissance-là, mais Charles Leclerc, il a très bien pu être, entre guillemets, un Kimi Raikkonen bis à ce moment-là, et se faire éclater par Sébastien Vettel. Ça n'a pas été le cas. Donc à un moment donné, si Carlos Sainz montre des performances, parce qu'au début de la saison, Leclerc et Vettel, il se prend des consignes, il se fait gentiment mettre derrière avec Sébastien Vettel. Je crois que c'est la Chine, Shanghai. Oui, et ça arrive à Singapour également. Où il se fait entre guillemets prendre la victoire. Oui, enfin, là on en avait parlé, je me souviens très bien de ce Grand Prix du débat, en l'occurrence, c'était ce qu'il fallait faire pour Ferrari. Il y a toujours une saison où l'écurie est dans l'inconfort parce qu'il y a une prise d'ascendant qui n'était pas prévue. Carlos Sainz n'en est pas à ce stade-là. L'année dernière, ils ont fait jeu égal avec la troisième voiture du plateau. Maintenant, en haut du tableau, si Carlos Sainz veut aller renverser Charles Leclerc et être numéro 1, je pense que Ferrari lui en donnera l'occasion, dans le sens où ils ne le bloqueront pas avant que ça nuise à l'équipe. C'est une question d'opportunité. Pour répondre à ta question, dans l'esprit, je pense, Ferrari, quand tu démarres une saison, c'est Charles Leclerc. Oui, bien sûr. Maintenant, si à la mi-saison, Sainz est devant, et il y a 100 points d'écart par exemple, je suis pas sûr que chez Ferrari on soit dans la difficulté au fait de changer de. Mais est-ce qu'on se concentre pas un peu trop sur le côté formel et on ne pense pas assez au côté informel? Le formel, c'est la consigne de dire tu laisses passer machin, ou tu le laisses derrière toi, ou tu le laisses devant, on s'en fiche. Et le côté informel, c'est la vie au sein d'une écurie au quotidien. Et tu vois la bulle dans laquelle on te met, le piédestal sur lequel on peut te mettre, le rôle in fine entre les lignes qu'on te donne. Ouais, mais quand tu signes chez Ferrari,
tu signes aussi avec ça. Tu sais où tu t'embarques. Carlos Sainz, lorsqu'il a prolongé, il savait que, d'autant plus qu'aujourd'hui, il a eu 1 an de vie avec Charles Leclerc et 1 an de vie avec Ferrari. Tu t'es pas pris en traître. Tu sais ce pourquoi tu t'engages, tu sais dans quoi tu t'engages, et c'est à toi d'être suffisamment fort pour renverser justement cet aspect psychologique. Il a signé le template Rubens Barrichello en soi. Hein, c'est ce type de... Et à lui de devenir Felipe Massa. Avec mais en même temps, est-ce que c'est ce que recherche Ferrari ? Je vous rappelle les déclarations de Mattia Binotto tout à l'heure qui disait on a re-signé Carlos Sainz parce que justement il y a du win-win, il y a du travail d'équipe, etc. Est-ce que c'est très compliqué. J'ose espérer qu'un pilote de Formule 1, Carlos Sainz et son ambition personnelle, en l'occurrence, aller chercher un titre mondial. Si toi, Carlos Sainz, tu as envie d'aller chercher le titre mondial, forcément, j'imagine que ton ambition personnelle va légèrement différer, ou peut-être même différer de ce que Ferrari va avoir comme ambition en début de chaque saison, en l'occurrence, amener Charles Leclerc au plus haut. À toi de prouver que tu en es capable, et derrière, d'amener en fait la structure Ferrari vers ton objectif et ton accomplissement personnel. Mais là où je te rejoins, Manu, sur le côté informel, c'est vrai que les exemples qu'on a cités, qui ont renversé le numéro 2, c'est des exemples de personnalités qui étaient chouchoutées par l'écurie. Lewis Hamilton, c'était l'enfant prodige de McLaren. Donc ils ont laissé faire ça. Ils ont laissé faire ce swap. Verstappen, l'enfant prodige de Red Bull, ils ont laissé faire ça aussi. Est-ce que Ferrari laissera... Leclerc-Vettel, pareil. Oui, Leclerc-Vettel, pareil. Est-ce que Ferrari laissera Carlos Sainz prendre cet ascendant-là ? C'est vrai qu'on c'est difficile. On peut se poser la question. C'est très difficile, ce sera très difficile, mais sportivement, s'il est devant, à un moment, ils seront obligés. D'ailleurs, il va pas leur laisser le choix. Russell est l'enfant prodige de Mercedes, c'est pas Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est McLaren. Donc peut-être qu'on verra le swap. Et le 3e meilleur pilote de l'histoire McLaren, c'est aussi celui qui va peut-être renverser Daniel Ricciardo, Lando Norris. Dis-moi que t'as été payé. Franchement, ça a fait ma semaine. Si vous n'avez pas la référence, allez voir le débrief de la course où Hamza Armeni a mis un penalty à un pauvre TikToker qui méritait clairement un penalty bouche de grande qualité. C'est pas Lando Norris le TikToker. Non, c'est pas Lando Norris, mais ça faisait écho bien sûr à Lando Norris. Merci les gars pour cet excellent débat. N'hésitez pas bien sûr à nous donner votre avis dans les commentaires bien sûr de cette vidéo et puis sur les réseaux sociaux. Venez continuer cette discussion sur Carlos Sainz et sa prolongation pour 2022. On ouvre le décryptage les gars ? Oui. Bon, puis on a tout dit sur ce débat, on est d'accord. Si je dis non, tu vas quand même l'ouvrir. Bah oui. Les pistonnets. Mais qui bloque l'émission. Et les pistonnets. Le gilet jaune de l'émission. Exactement. Et les pistonnets, c'est une incroyable dictature. Et oui, la preuve, ça marche. Allez, tout de suite le décryptage. Je tiens à dire à tous ceux qui sont au premier degré, c'est bien sûr une blague, parce que je sais qu'en ce moment la politique occupe beaucoup de discussions, donc voilà. Non, je suis fini là. C'était une vanne. Il va y avoir législative, méfie-toi. Le 3e tour, comme on l'a appelé tout au long de la soirée de dimanche soir. Les pistonnets, c'est moi. Les pistonnets, c'est moi, c'est un beau slogan politique. Le décryptage, les amis, avec Eric Bouillet, vous le savez, on a enregistré un long entretien avec l'actuel directeur général du Grand Prix de France, ancien directeur d'écurie du côté de chez Renault, du côté de chez Lotus et McLaren. Eric Bouillet qui revient dans cette deuxième partie sur justement le métier de directeur d'équipe. Qu'est-ce que c'est qu'être un directeur d'équipe ? Quels sont les choix que l'on doit prendre ? Quel est le quotidien ? Et il revient aussi également sur une histoire assez personnelle, celui d'un jeune Mayennais arrivé jusqu'à la Formule 1. Oui, à Laval, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés à Laval et ont réussi bien sûr à arriver jusqu'au F1 Circus. On en parle justement avec Eric Bouillet dans ce deuxième tome, ma foi, très passionnant. Eric, on va sortir un petit peu du Grand Prix de France et on va parler de vous déjà, de votre passé, de votre parcours, et on va recommencer justement à dresser cette histoire en rappelant que vous êtes un jeune Mayennais, vous venez de la Mayenne, donc c'est toujours important bien sûr de le préciser. J'apprécie. Comment on fait justement pour grandir en Mayenne et devenir ingénieur de sport automobile ? Je sais pas moi, dans votre enfance en Mayenne, tous les enfants n'avaient pas de ça. Non, à part les tracteurs, je pense qu'on n'a pas beaucoup de voitures de course en Mayenne, donc mais c'est pas vrai d'ailleurs, c'est une des raisons, puisque c'est le modélisme qui m'a connecté, on va dire, à la course automobile quand j'avais 9 ans, et l'histoire a fait que mon voisin était un pilote de DTM, je crois à l'époque, qui s'appelait Roland Bassalère, et qui a voulu faire les 24 heures du Mans. À l'époque, la réglementation le permettait en tant qu'amateur, et donc ça m'avait intrigué un peu cette histoire de voiture de course qui fait 24 heures du Mans, qui se construit à côté de chez moi, à Laval.
Donc il n'y a pas que des tracteurs, c'est vrai. Et voilà, donc de fil en aiguille, je fais que c'est ça. Et puis bon, entre l'aviation et la course automobile, mon cœur a balancé. Et pourquoi justement cette bascule aussi également par la suite entre ingénieur et directeur d'écurie? C'est une question d'opportunité ou c'est quelque chose que vous aviez viscéralement ancré en vous? Non, j'avoue que c'est jamais planifié. Il y avait peut-être un petit côté entrepreneurial qui venait de la famille, mais je crois que ce qui m'a fait basculer, c'est l'épisode de Michel Vaillant, en fait. Quand j'ai eu, entre guillemets, l'idée, je m'attribue l'idée, mais je l'avais entendu à la radio, que Luc Besson cherchait une écurie pour faire rouler ses voitures au Mans, et voilà, d'ingénieur, on m'a demandé à l'époque... Jean-Paul Driot m'a demandé donc d'aller voir EuropaCorp, de les convaincre, de revoir ce que je pouvais faire, et je suis revenu avec le contrat. Donc, sans le faire exprès, j'avais fait mes preuves entre guillemets pour passer de l'autre côté. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé d'ingénieur à faire ingénieur plus patron d'écurie, enfin un peu tout à l'époque. Ouais. Justement, être un boss français dans un univers très anglo-saxon, comment ça se passe un petit peu, on va dire culturellement, comment on s'adapte et quelles sont les particularités des relations justement entre les anglo-saxons et les français dans l'univers du sport automobile? La liste est longue, mais c'est pour ça qu'on s'est un peu tapé dessus pendant tous ces siècles. Hein, mais de nouveau, c'est la vie qui fait que quoi. J'étais particulièrement nul en langue étrangère et en anglais, et en fait, il y avait un ingénieur anglais dans l'écurie d'Ams, voilà, le soir, j'allais boire une bière avec lui. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais et que je me suis un peu familiarisé avec quelqu'un qui était sensible aux deux cultures, on va dire. Mais après, voilà, c'est comme toute culture, il faut les respecter et ils ont quelque part la maîtrise du sport automobile aujourd'hui. Hein. C'est pour cette raison qu'il y a 7 écuries de F1 et ce qu'on appelle la Motorsport Valley basée en Angleterre avec tout le réseau de fournisseurs. Ils ont la culture de l'automobile qui est différente par rapport à la nôtre. Donc voilà, il faut simplement les respecter, apprendre. Et puis finalement comprendre leur approche parce que voilà, l'Angleterre ça reste une grosse puissance économique et il y a une raison pour laquelle elle l'est. Donc là l'approche anglo-saxonne est différente, mais en tout cas elle a fait ses preuves. C'est quoi le quotidien d'un directeur d'écurie? Je sais pas, dans notre imaginaire, on a l'impression que c'est un peu comme un président de la République, vous dormez 3 heures par nuit, vous subissez une énorme pression et que des problèmes à gérer. Ce serait un bon résumé ou c'est caricatural? Ouais, on n'est pas très loin. Ouais. Peut-être je dormais un peu plus que 3 heures, mais, mais pas beaucoup, mais c'est un peu ça. Je suis une écurie de F1, c'est 800 personnes, donc on voit, comme on dit toujours, hein, la partie visible de l'iceberg, c'est sur les Grands Prix. Alors déjà, en fait, j'ai toujours séparé les deux. Parce que c'est pas du tout le même management, la même façon de gérer les gens qui se déplacent sur les Grands Prix. Ça prend une petite centaine de personnes, 80-100. Là, on a affaire à des gens d'un caractère un peu plus affirmé. Forcément, ils passent beaucoup de temps loin de la maison. C'est une vie particulière, un peu de nomade. Et après, il y a l'usine. Et donc, gérer l'usine est un travail plus administratif classique, on va dire, de management d'entreprise. Et puis après, bon, il y a tout le reste avec la FIA, la FOM et les sponsors. Et enfin, ouais, donc c'est une vie assez animée, ouais. Il y a quelque chose qui a beaucoup impressionné les médias, que ce soit français ou anglo-saxons d'ailleurs, c'était votre capacité à convaincre les pilotes de rejoindre une aventure en Formule 1. Est-ce que vous aviez un rapport différent, privilégié justement avec les pilotes et c'était quoi votre secret en définitive? Ça s'appelle détermination. Mais non, mais après j'ai aussi passé quand même 12-15 ans avant dans les catégories juniors, donc j'ai eu le temps de me familiariser avec, je dirais, la psychologie des pilotes. C'est comme dans le football, comme dans le sport de haut niveau, on gère pas un pilote comme on gère un employé ou même une relation par rapport à un patron, c'est pas pareil, un pilote se gère différemment, il faut le comprendre et il faut trouver ses centres d'intérêt. Ce que j'expliquais tout à l'heure, comment gérer Kimi et Romain, enfin plus Kimi que Romain d'ailleurs, il fallait aller le chercher sur le terrain de l'ego. On va me dire, ah bon, bah oui, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que les circuits vous manquent aujourd'hui? Non, pas vraiment. Enfin, le circuit, vous voulez dire... Le circus F1 le fait non, d'y aller, d'être non, sur ça va. place Non, parce que c'est un style de vie qui est épuisant, éreintant et qui vraiment prend beaucoup d'énergie. Et puis après, il faut construire un cycle. Hein. Je veux dire, on peut rester en F1 30 ans hein, si on veut. Après, moi, j'avais l'ambition de gagner des courses. Donc, bon, quelque part, j'ai mis ça de côté, c'est fait. Gagner un championnat du monde, il faut avoir les opportunités. Si on les a pas, mais ça se fait pas. Puis, enfin, moi, je suis entre guillemets un bâtisseur. J'aime bien construire l'équipe. J'aimerais pas arriver dans une écurie qui est déjà toute prête et qui va gagner parce que c'est pas mon truc, quoi. Voilà.
Vous parliez de bâtisseur justement. Si aujourd'hui on devait vous donner une lampe magique et vous laisser construire votre line-up de rêve, ce serait quoi? Oula. Le meilleur line-up Non, il faut un jeune et un vieux. Ouais. Ouais, si je peux Et un utiliser numéro 1 et ces- un numéro 2? Alors moi je suis pas trop numéro 1, numéro 2, mais il y a quand même le respect de l'expérience, on va dire. Donc alors c'est pas tout à fait un statut numéro 1, numéro 2, on est entre les deux, mais en gros c'est donner la chance aux jeunes quand il peut, et puis si le jeune est mieux que le vieux, bah, tant mieux pour lui quoi. Mais je veux dire moi je suis plus pour voilà, après le premier virage on voit dans quel ordre vous êtes quoi. On a parlé de votre rôle d'ingénieur, directeur d'écurie, désormais directeur général du Grand Prix de France. Ça pourrait être quoi la suite pour vous, Éric Bouillet? Ça serait toujours en Formule 1, toujours dans le sport automobile? Pourquoi pas dans les instances à la FIA? Ou ce serait une toute autre vie en dehors de tout ça? Écoutez, je vais faire comme j'ai toujours fait, aucun plan de carrière, aucun stratégie ou quoi que ce soit, donc on verra bien. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le Grand Prix de France, c'est de le pérenniser, on va dire, dans sa durée, et puis après, on verra. Merci Éric Bouillet. Merci. Merci Éric Bouillet pour ce deuxième tome, je vous le disais, d'entretien avec Éric Bouillet. Alors la troisième partie qui sera sans doute, peut-être pas dès le prochain Grand Prix, on va voir, on va travailler, ce sera peut-être pour le suivant, on verra. Mais en tout cas, la troisième partie d'Éric Bouillet, c'est 12 minutes d'anecdotes sur la Formule 1, où ça parle pilote, où ça parle écurie, où ça parle de plein de petites histoires de coulisses, du GP2 Engine, etc. Franchement, je vous conseille d'être présent, parce que c'est sans doute l'une des plus belles parties, en tout cas, de ce triptyque d'entretien avec Éric Bouillet. Les gars, on va faire une petite transition pour parler de toute autre chose. Vous le savez, nous avons un commanditaire dans cette émission. Ce commanditaire s'appelle Winamax. On vous rappelle d'ailleurs que c'est une société de paris et que les paris sont à partir de 18 ans et que les paris, c'est à consommer avec modération. Mais on va faire, avec toi, Brice, l'évolution des cotes depuis, l'arrivée du Grand Prix d'Émilie-Romagne comparé à l'après, Grand Prix d'Australie. On le voit, alors les cotes, elles sont un peu en petit. Il va falloir sortir les lunettes. Charles Leclerc, donc, qui était pour la cote champion du monde à 1,62, merci mon Polo, qui repasse à 1,90. Ça se resserre avec Max Verstappen désormais à 2, qui était à 3,15. Lewis Hamilton qui est toujours le troisième homme un petit peu de ces charts, mais on l'a vu, la cote elle a pris cher. Il était à 10,50 après l'Australie pour le titre de champion du monde. Il est désormais à 25. Si Lewis Hamilton a dit que pour le titre c'était mort, du côté de chez Winamax, on semble pouvoir y croire. Quel est ton décryptage un petit peu de l'analyse des marchés du pari sportif sur la physionomie de cette saison 2022? Bon, pour moi, la chose la plus marquante, là, c'est la descente de cote de Max Verstappen. Ouais. Je trouve que pour une Red Bull qu'on annonce peu fiable, où on n'a pas la certitude de ce qui va se passer, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu confiance du côté de Charles Leclerc et qu'on on s'est vraiment inscrit là avec cette cote Max Verstappen comme étant un candidat au titre, alors que on ne le pensait pas forcément du côté en tout cas des bookmakers. Après l'Australie, la cote elle descend de manière fulgurante. Je vois également qu'on conserve une confiance assez aveugle en Lewis Hamilton. Malgré une voiture qui ne va pas, malgré un coéquipier qui est devant et qui a une cote qui est quasiment 2 fois plus élevée. C'est vrai. Et puis sinon, je vois aussi que Carlos Sainz, par rapport au débat qu'on a eu, est bel et bien considéré comme un numéro 2, puisque la cote est quasiment 25 fois plus élevée, 23 fois plus élevée que celle de Charles Leclerc. Donc j'ai envie juste de dire que 1,90, 2, puis 25, on a 2 favoris au titre. Et que pour le moment... avec plus de certitude du coup, quand on voit les cotes aussi également, tu vois le 1,90 et le 2, c'est on va dire des cotes ou sur lesquelles les bookmakers ont un peu plus de certitude que ce qui était au début de saison. Par exemple, tu avais 2 pilotes qui étaient à plus de 2. Par exemple, Leclerc, je crois, était à 2,50 et Verstappen peut-être à 2,20. On a en tout cas, j'ai l'impression, la certitude que c'est l'un des deux qui va être champion du monde. Et pourtant, l'écart entre les deux cotes n'est pas aussi élevé que l'écart qu'il y a de points au championnat. Il y a vraiment un énorme écart entre Charles Leclerc et Max Verstappen, même si on est au bout de 4 courses. Mais ça veut quand même dire que Max Verstappen, par rapport à ce qu'a montré Red Bull en termes de rythme, par rapport à la sérénité et par rapport aussi à l'inconfort de Ferrari sur certaines situations, a repris beaucoup de crédit aux yeux des bookmakers, et que pour le coup, on ne se risque plus, en tout cas, à proposer des cotes élevées sur Max Verstappen, qui a prouvé l'année dernière qu'il savait, lui, tenir une saison complète, alors que pour le moment, Charles Leclerc ne l'a jamais prouvé. Donc, on se dit que peut-être 3,15, c'est trop élevé pour quelqu'un qui est champion du monde en titre et qui a une voiture
pour le redevenir. Exactement. Voilà le décryptage des codes, bien sûr, les codes qui sont à retrouver sur le site winamax.fr, onglet Paris sportif, onglet F1, et bien évidemment, comme toutes les bonnes choses de la vie, si jamais les paris, vous considérez que c'est une bonne chose de la vie, eh bien c'est avec modération, on ne cessera jamais de le répéter. On ne joue pas avec les cotes, mais on va jouer avec le quiz tout de suite. Le lancement le plus flingué de l'année 2022 en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres pires. Les gars, le petit quiz pour refermer bien sûr cette émission. Je vous propose le jeu de la grille. Alors vous êtes d'ailleurs nombreux, je tiens à faire une petite parenthèse, vous êtes nombreux à m'envoyer parfois des idées de quiz et Dieu sait qu'il y en a des super intéressantes. J'en ai noté 2 ou 3 et on va les mettre en place. C'est promis, je rendrai à César ce qui appartient à César. Je vous citerai bien sûr pour vos superbes idées. Merci à vous tous. On va partir sur quelque chose qu'on a fait à peu près la semaine dernière, le jeu de la grille. À votre avis, on va faire la grille de quelle saison et de quel Grand Prix? J'ai envie de dire Imola 2006. Eh ben non, Imola 2005. Mais tu avais presque raison. Tu avais presque raison. En fait, un ami à moi m'a dit, mais comment vas-tu faire pour parler de Fernando Alonso dans cette émission, sachant qu'il a fait un week-end pas fou. Eddie Amari, je t'embrasse. Et je lui ai dit, je vais faire un quiz justement sur l'un des plus beaux sacres de Fernando Alonso. La grille du Grand Prix de Saint-Marin, c'est comme ça qu'on l'appelait avant. La grille du Grand Prix de Saint-Marin 2005. Je vous ai mis cette photo. C'est la photo qui avait été prise, bien sûr, de la saison 2005, la photo de famille, la photo de classe prise à Melbourne. On va essayer de retrouver tous ensemble alors attendez. Attends, c'est les mêmes pilotes à Imola qu'en Australie? À peu près normalement c'est les mêmes pilotes. À peu près. Je regarde, mais normalement c'est les mêmes pilotes. En effet, et on recherche tout simplement 14, 15, 16, 17. On avait 18 pilotes cette saison-là. Fernando Alonso, bien évidemment. Giancarlo Fisichella. Giancarlo Fisichella, bien évidemment. Giancarlo Fisichella qui avait abandonné. Premier abandon de ce Michael Schumacher, bien sûr. On enlève le... C'est comme ça. Il est là. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, en effet, Pierre Van Vliet, qui avait un problème électrique sur Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, c'est un grand oui. Bon. David Coulthard. David Coulthard, oui, tout à fait. Je crois que c'était chez Red Bull à l'époque, c'est bien ça. Juan Pablito Montoya. Juan Pablo Montoya, normalement c'est le cas. Attends, je vérifie. Mais... Et attends. Arrête. Attends. Arrête tes bêtises. Attends. Aïe. Il n'y avait pas de Juan Pablo Montoya. Montoya, il n'y avait pas de Juan Pablo Montoya. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux tu peux y aller? Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, c'est bon, qui avait été pénalisé pour une manœuvre dangereuse dans les stands. Je continue ou... Est-ce que, par exemple, tu aurais le deuxième pilote McLaren, si ce n'est pas Juan Pablo Montoya? Oui, ça doit être soit Alex Wurz, soit Pedro de la Rosa, mais c'est Alex Wurz, je pense. Alexander Wurz. Ouais. Alexander Wurz. C'est plus facile de dire oui, c'est Wurz quand tu dis oui. Non, mais il l'a dit en premier. Tu l'as déjà fait, arrête cette connerie. Tu l'avais dit, voilà. Et victoire donc de Brice Germain dans ce quiz. Alexander Wurz, c'était dans la McLaren ce jour-là. Alors, j'ai pas eu forcément les explications. À noter que les deux barres avaient été disqualifiés à cause d'un réservoir tellement en additionnel plus. à l'époque. Attends, il y avait la Jordan avec Tata écrit dessus. Exactement, il y avait Kartikeyan, tout à fait. Je vous avais laissé d'ailleurs le petit voilà. Et alors par contre, il y en a un que j'ai complètement oublié, c'est Patrick Friesacker. Moi, je l'avais complètement oublié chez Minardi. Voilà, il y a quelques noms comme ça sur lesquels j'étais passé outre. Écoute, ça allait vite. Ça allait un peu trop vite du coup, mais bon, c'est pas grave, c'est du temps de gagner. Un deuxième, non? Mais malheureusement, non. On n'a plus le temps, les amis. Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup, Hamza. De nous avoir éclairé de vos lanternes, comme d'habitude, dans les pistonnets. On se donne rendez-vous après le Grand Prix de Miami. Ce sera dans 15 jours. Attention, rendez-vous exceptionnel. Ce sera pas le samedi, mais le dimanche pour l'émission Pole Position. Et puis le débrief avec énormément de cernes, je pense, les gars, parce qu'on risque de pas beaucoup dormir entre la fin du Grand Prix et le début de cette émission. Ça va être encore un petit peu sport. C'est tout ce qu'on aime. Vos commentaires, bien sûr, et les pouces vers le haut, si possible, si vous avez apprécié le spectacle. Et puis, sinon, on se retrouve dans 15 jours avec les mêmes commanditeurs, je vais dire, oui, sans doute, et surtout la First Team qui nous permet de parler Formule 1. Et ça, c'est une chance, un luxe et un bonheur. Salut, bonne journée.